Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre sur Internet, vous savez que France 3 Haute-Normandie est à la pointe de la complémentarité entre ce qu'on appelle le premium, la chaîne télé, et son complément sur Internet, bien évidemment. Donc bienvenue avec nous pour cette deuxième partie de La Voix libre qui accueille aujourd'hui, je vous le rappelle, si vous étiez présent pour la première partie, monsieur Nicolas B, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député du Front National et député européen et que vous êtes entre autres conseiller régional et conseiller municipal à Elbeuf-sur-Seine. Alors dans la première partie de l'émission, on a beaucoup parlé justement du Parlement européen, de la présentation devant la Commission européenne du budget français, pas seulement français d'ailleurs, de tous les pays, mais avec les craintes qu'il peut y avoir. Aux dernières nouvelles, on rappelle aussi qu'a priori, il semblerait que ce budget ne sera pas retoqué par l'Europe, mais à condition qu'il y ait un certain nombre de sacrifices qui soient faits. Donc ça vous plaît pas trop, on l'a bien compris. Revenons maintenant, si vous voulez bien, un petit peu sur le mode de fonctionnement de votre groupe au Parlement européen. Vous aviez voulu constituer un groupe. Alors un groupe, il faut expliquer à nos téléspectateurs que ça veut dire plus de prérogatives, plus de moyens, plus de temps de parole. Ça n'a pas marché, notamment avec votre collègue anglais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous êtes en mesure, d'après vous, de reconstituer un groupe? Ce que nous avons dit au début de la mandature, c'est-à-dire en juin, c'est que nous allions travailler à la constitution d'un groupe, non pas un groupe de briquet de broc en catastrophe pour avoir notre groupe dès le premier jour de session, mais que nous allions prendre un petit peu de temps, c'est-à-dire quelques mois. Avec Nigel Farage de non, UKIP. Pas forcément, nous avons d'autres possibilités. C'était prévu au début. Nous avons des négociations en cours avec des députés européens de différentes nationalités, de différents mouvements. C'est des négociations qui sont en cours et qui avancent bien, et nous pensons raisonnablement pouvoir constituer un groupe solide avec une vraie cohérence politique avant la fin de l'année. C'est ça l'objectif. Monsieur Farage a voulu faire un groupe à la va-vite, moyennant quoi ce groupe a explosé quelques semaines après sa constitution. Ça valide bien la position qui était la nôtre, qui consiste à essayer de construire un groupe solide avec des députés européens de nationalités différentes, qui ont chacun éventuellement leur vision de tel ou tel aspect de politique intérieure, mais qui sont par ailleurs sur la même ligne politique s'agissant de l'Union européenne. Il ne s'agit pas pour nous de nous allier avec n'importe qui et dans n'importe quelle condition. Alors, il y a la Ligue du Nord italienne, il y a le FP autrichien, le Vlaams Belang belge et le Parti de la Liberté néerlandais. Alors, ce qui est intéressant, pardonnez-moi de dire les choses comme ça, c'est que à l'origine, les membres du UKIP n'ont pas voulu de vous parce qu'ils vous accusaient d'être antisémite. Et finalement, si j'ai bien compris, ils vont s'associer, puisqu'il faut, pour constituer un groupe quand même, bon, c'est un peu la cuisine interne du Parlement, mais c'est important, il faut 25 membres de 7 pays différents. Alors, ce qui est pas... Avoir 25 membres, pour vous, c'est pas trop difficile, mais 7 pays différents, c'est pas évident. Et puis, en l'occurrence, le UKIP va s'associer avec notamment des Polonais, dont M. Korwin-Mikke, qui avait traité des chômeurs de nègres. Alors, on peut pas dire que ce soit terrible. Est-ce que vraiment on peut parler d'une extrême droite à la droite de l'extrême droite? C'est quoi le plan? Est-ce que véritablement vous avez refusé d'aller avec ces gens-là? Parce que finalement, j'allais dire, ces bruits un peu nauséabonds qui couraient autour du Front National, c'est du passé, on est passé à autre chose, et vous voulez véritablement être un parti de gouvernance. Clairement, nous voulons la cohérence et la clarté politique, et nous ne voulons pas faire un groupe avec des gens avec lesquels nous ne partageons pas les mêmes valeurs. On aurait eu la possibilité de constituer un groupe avec ces élus du KNP polonais, avec des élus hongrois ou grecs, mais nous ne partageons pas les mêmes idées, les mêmes valeurs. C'est un parti néo-nazi. Voilà. Donc il n'est pas imaginable pour nous de nous allier avec ces gens-là. Voilà, très clairement. Donc on préfère ne pas avoir de groupe que de le faire avec n'importe qui. Manifestement, Nigel Farage n'a pas les mêmes pudeurs que nous. Il est prêt à faire un groupe un peu avec n'importe qui. C'est sa responsabilité. Mais voilà, nous avons une démarche politique cohérente. Nous voulons offrir dans les institutions européennes une vraie alternative à l'Europe telle qu'elle se construit actuellement. C'est-à-dire rompre avec la logique de Bruxelles qui consiste à asservir les peuples, ni plus ni moins. Et nous voulons par conséquent des alliés qui soient solides, qui soient sur une ligne politique identique à la nôtre. Voilà, donc si ça prend quelques mois de plus pour constituer ce groupe solide qui ensuite sera, je crois, une opposition extrêmement puissante au sein du Parlement européen, je crois que ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Alors, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, on avait évoqué la différence entre M. Le Pen, le père, et Mme Le Pen, la fille, dans le sens où on avait dit, Mme Le Pen, elle veut le pouvoir, alors que le père ne le voulait probablement pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, on est quand même en train d'assister, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas, de votre point de vue, à une évolution du Front National. Alors, prenons par exemple le nom Front National. M. Le Pen dit, mais non, il ne faut pas changer, c'est très bien comme ça, etc. Et Mme Le Pen dit finalement, ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce qu'on est dans le domaine du symbole, ou est-ce que ça va au-delà
d'après vous? Et quelle est votre position? Je crois que le Front National a toujours été, et c'est tout à son honneur, le mouvement qui défend les Français, et notamment les plus modestes d'entre eux, face à une classe politique qui les a abandonnés. Ensuite, c'est vrai, le Front National est arrivé à maturité. Et il y a eu des différences importantes. Nous avons acquis, je crois, sur des sujets essentiels, les questions économiques et sociales, par exemple, une vraie visibilité que nous n'avions pas autrefois. Vous-même, à une époque, vous aviez rejoint le MNR, avant de revenir au Front National. Il y a eu des périodes même de division de notre famille politique, c'est totalement révolu. Le MNR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le parti de M. Maigret. Voilà, c'est aujourd'hui terminé. Nous nous sommes rassemblés autour de Marine Le Pen. Contrairement à nos adversaires, nous avons un vrai chef qui est incontesté, la personne de Marine Le Pen, qui aujourd'hui est la seule candidate à la présidentielle qui est sûre d'être au deuxième tour quand on regarde les sondages. La question, c'est de savoir si elle sera face à la droite ou face à la gauche, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera en situation non seulement d'être au deuxième tour, mais d'être probablement en tête au premier tour. Je referme cette petite parenthèse. Oui, c'est vrai que le Front National a évolué et continue d'évoluer, de se professionnaliser, de se développer, de s'implanter. Nous avons des élus municipaux maintenant partout, et je crois qu'on en a de bons exemples ici en Haute-Normandie, que ce soit dans l'Eure ou en Seine-Maritime. Le Front National aujourd'hui se structure pour montrer à nos compatriotes qu'il est en mesure d'exercer les responsabilités que les Français lui confieront au niveau local, mais également demain au niveau national. S'agissant du changement de nom, c'est un débat qui est ouvert parce qu'il n'y a pas de tabou et parce que c'est des questions stratégiques qui méritent que les militants ou les cadres du Front National s'interrogent. Moi, je crois qu'actuellement, le Front National a une bonne image, une image qui correspond de plus en plus à ce qu'il est vraiment, très loin des caricatures qui ont été autrefois colportées. Donc je ne vois pas du tout de nécessité dans ce domaine. Je pense que le Front National reste une marque très clairement identifiée par nos compatriotes comme l'étendard, en quelque sorte, le drapeau de ceux qui les défendent, encore une fois, face à une classe politique qui a été totalement défaillante. Vous savez qu'à part la France, le Parti communiste a changé de nom dans tous les pays européens, et le Parti social italien de Giancarlo Fini, c'était auparavant un parti fasciste qui se prévalait des idées de Mussolini. Donc il n'y a pas de honte à changer de nom. Mais je vous dis ça parce que... Excusez-moi, M. Goudet, mais nous n'avons aucun des problèmes qu'ont ces partis-là. Vous qu'avez à l'époque. Sauf que... Non, attendez, excusez-moi. Le Parti communiste a un bilan désastreux, 80 millions de morts. On comprend qu'ils aient envie de changer de nom. Quant au Parti fasciste italien, ça correspond ni de près ni de loin à ce que nous sommes. Non, mais ce parti a changé de nom et ensuite il est devenu un parti de gouvernement et il s'est associé avec les chrétiens démocrates. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que le changement de nom, encore une fois, ça peut n'être vu que sur un point de vue symbolique, mais ça peut aussi, derrière tout ça, ça y est, on fait table rase du passé sans vouloir paraphraser une chanson connue ou des slogans connus d'une certaine époque, et puis on change complètement, et c'est quand même un petit peu ce à quoi on assiste chez vous, franchement. Non, en réalité, le Front National évolue et arrive à maturité. Il a été longtemps perçu d'abord comme un mouvement politique d'opposition. Aujourd'hui, nous avons progressivement le statut d'un parti de gouvernement qui représente une alternative pour les Français. Tout seul ou avec quelqu'un ? Je crois que le vote Front National est aujourd'hui un vrai vote d'adhésion. Et c'est peut-être d'ailleurs, le vote Front National est peut-être le seul vrai vote d'adhésion. Je crois qu'il y a dans le vote UMP ou le vote PS d'abord une habitude d'un certain nombre de nos compatriotes, une sorte d'inertie en quelque sorte qui les amène à voter encore pour quelque temps pour ces partis-là, mais qu'il n'y a pas d'adhésion ni à des hommes ni à des projets. Alors que le Front National bénéficie justement, je crois, d'une visibilité très claire sur les idées qu'il défend, et de ce fait, les Français rejoignent le Front National en fonction des idées que le Front National défend, et pas pour des raisons d'habitude qu'ils auraient, puisque souvent, justement, ils viennent de la droite ou de la gauche. Ils ont été déçus successivement par la droite et par la gauche, et ils se tournent vers nous. Mais je crois que le Front National a encore une fois une bonne image, donc il n'y a pas de nécessité, si vous voulez, de changer de nom. En revanche, c'est vrai, le fait que les Français soient de plus en plus nombreux à se tourner vers nous, nous le considérons d'abord comme une exigence, et c'est pour ça que le Front National se développe, se structure, s'organise partout, dans les cantons, dans les communes, etc., pour que les Français voient non seulement le Front National comme une alternative au niveau national, mais voient aussi, dans leur environnement immédiat, en quelque sorte, des représentants locaux du Front National qui sont là pour servir et défendre leurs intérêts. Dans le sud de la France, lors des dernières élections municipales, on a entendu des futurs élus du Front National, d'ailleurs, puisque certains ont franchi le cap de l'élection, en prenant la tête et en enlevant des mairies, dire finalement, si on trouve des UMP qui sont prêts à discuter avec nous, pourquoi pas faire alliance ? Vous avez bien conscience qu'à l'heure actuelle, vous tout seul, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, c'est clair. Vous pouvez être en tête d'une élection, mais c'est vrai que sur 2 tours, c'est vrai que sur la durée, c'est vrai que sur l'ensemble des élections qui vont avoir lieu, il y en a de très importantes, on en a parlé
tout à l'heure, qui vont intervenir en 2015, ça risque pas d'être le cas. Donc, comment faire? Alors, soit vous restez dans votre coin et puis vous continuez de grignoter des parts de marché, si vous me passez cette expression, soit vous vous associez avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, avec qui? Mais moi, je crois qu'il y aura un effondrement des partis du système, et notamment de l'UMP et du PS, dans les prochaines années. En revanche, nous sommes totalement ouverts, non pas à des accords d'appareil, à des combinaisons politiciennes, mais en revanche à rassembler autour de nous des gens qui ont été par le passé des élus locaux, des responsables locaux, par exemple de la droite ou même, pourquoi pas, de la gauche. C'est-à-dire, on l'a vu d'ailleurs au sénatorial de façon très concrète. Aux élections sénatoriales, sur les 56 départements où les grands électeurs votaient, le Front National avait environ 1000 élus locaux, c'est-à-dire 1000 voix de grands électeurs acquises au départ. Et nous avons obtenu 4000 voix. C'est-à-dire qu'il y a 3000 grands électeurs qui étaient autrefois dans l'orbite sans doute de l'UMP ou du PS ou éventuellement des sans-étiquettes qui se sont portés sur le Front National. Ça montre bien quand nous disons par exemple qu'il y a une fracture très profonde à l'UMP entre la base et le sommet. Vous avez d'un côté des électeurs qui finalement votent encore pour l'UMP mais ont des idées très proches du Front National et d'ailleurs au deuxième tour quand il y a des duels entre le Front National et le PS votent facilement pour le Front National. C'est vrai, et alors que la direction de l'UMP finalement mène la même politique que le PS quand elle est au pouvoir, mais ce qui est vrai, cette fracture, elle est profonde, mais dans la base de l'UMP, c'est pas simplement des électeurs, c'est vrai. Il peut y avoir des élus locaux qui, aujourd'hui, dans la ruralité en particulier, se trouvent totalement abandonnés par les pouvoirs publics, totalement délaissés par ces grands partis, qui, encore une fois, sont prêts à sacrifier le peuple de France, à abandonner des pans entiers de notre territoire, où les services publics disparaissent, où il n'y a plus aucune perspective, parce qu'on assiste à un véritable désengagement de l'État qui n'est pas récent, qui ne date pas de François Hollande. Il s'est peut-être aggravé au cours des dernières années, mais il remonte à bien avant. Et déjà, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous aviez des territoires entiers de la République qui étaient totalement abandonnés. Eh bien, nous voulons rétablir un certain nombre de principes républicains, et notamment celui de l'égalité, qui fait que nos compatriotes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, doivent pouvoir bénéficier de services publics de qualité et d'un État qui assure son autorité dans tous les domaines. Nous avons dans les zones rurales, en Normandie aujourd'hui, une véritable explosion de la délinquance, de l'insécurité, parfois extrêmement violente. Et parce que les brigades de gendarmerie ont progressivement été supprimées, eh bien, nos compatriotes se retrouvent livrés à eux-mêmes, avec souvent le premier poste de gendarmerie qui est à 20 ou 30 km de leur domicile. Et cette délinquance, ils la vivent d'autant plus douloureusement. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que les politiques qui ont été menées pendant des années, aujourd'hui, aboutissent à ce que dans les zones rurales en particulier, nos compatriotes se sentent totalement abandonnés. Voilà. Alors, cela dit, on l'a vu lors des dernières élections cantonales, il y a des secteurs où il n'y avait pas de problème particulier d'insécurité, où le Front National a progressé. Alors, il y a l'insécurité réelle, et puis il y a aussi le sentiment d'insécurité. Vous savez, c'est comme le froid et la température ressentie, c'est pas toujours obligatoirement la même chose. Maintenant, ce qui n'est pas un laboratoire, ce sont les communes que vous avez enlevées, et là, c'est vrai qu'au niveau des élections municipales, vous avez beaucoup progressé, vous avez enlevé des communes. Alors, ça avait été le cas en d'autres temps, en particulier en 1995, où 3 villes emblématiques avaient été enlevées par le Front National. On pense à M. Bompard à Orange, à M. Le Chevalier à Toulon et puis à M. Simon Pierry à Marignane. Ça ne s'était pas hyper bien passé pour 2 d'entre eux, puisque M. Bompard, qui maintenant a rejoint la Ligue du Sud, un parti qu'il a créé d'ailleurs, avec son épouse qui est maire d'une autre commune, c'est un peu d'ailleurs fâché avec mademoiselle Le Pen, donc la nièce de Mme Le Pen, concernant les élections sénatoriales. Mais ça, on referme la parenthèse. Toujours est-il que ça n'avait pas toujours été très évident. Et puis, si on prend l'exemple, alors parlez-moi, vous allez me dire qu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais vous savez, les journalistes, c'est ça. Si on prend l'exemple, par exemple, de certaines communes qui ont été enlevées, Mantes, par exemple, vous avez pas mal de démissions, ça ne se passe pas obligatoirement très bien. Est-ce que votre problème, c'est pas quelque part de manquer de cadre? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé par votre réussite d'une certaine façon? Je crois qu'il y a, c'est vrai, une focalisation médiatique très forte sur les 10 communes que nous avons gagnées. Et par conséquent, quoi qu'il se passe... Ils sont observés à la loupe, c'est un peu normal en même temps. Ils sont observés à la loupe. Je note qu'avec une acuité qui n'est pas forcément appliquée aux communes dirigées par Regardez, le PS. Regardez, M. Balkany, il est mis en examen. Oui, d'autres sont surveillés aussi. Excusez-moi, mais il n'y a rien de comparable. Les 10 villes gérées par le Front National aujourd'hui sont très bien gérées. Et d'ores et déjà, les premières promesses de campagne ont été tenues. À Hénin-Beaumont, la taxe d'habitation a déjà diminué de 10%.
quelle mairie UMP ou PS peut en dire autant? À Fréjus, les moyens, les effectifs de la police municipale ont été considérablement renforcés. Déjà, il y a des premiers effets très concrets sur la sécurité des habitants. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait des promesses invraisemblables. Nous avons essayé de mettre fin au clientélisme, de mettre fin au gaspillage pour dégager des marges budgétaires en diminuant les impôts et en améliorant le service aux habitants. C'est déjà un bon bilan à seulement 6 mois. Évidemment, nous pourrons présenter un bilan beaucoup plus complet à l'issue de la mandature qui va durer 6 ans. Mais déjà, au bout de quelques mois, le bilan des mairies dirigées par le Front National est un excellent bilan. Alors après, il peut y avoir comme partout une personne qui démissionne parce qu'elle n'est plus d'accord avec l'équipe, etc. Mais ça, c'est tout à fait anecdotique, ça n'a aucune importance. Des bibliothèques ou des livres disparaissent, dans toutes les organisations humaines. Qui sont peintes en bleu, blanc, rouge, ça fait un petit peu de bruit quand même. Oui, et vous avez dit d'ailleurs que vous avez éjecté de votre formation qui tenait des propos ou qui faisait des signaux nazis qui probablement n'avait pas compris votre philosophie. Il y a quand même ça, il s'est passé des choses comme ça. Certes, c'est marginal probablement, mais c'est aussi la réalité. C'est totalement marginal. Et lorsqu'il y a des gens au Front National qui ne partagent pas nos idées et nos valeurs, ils sont immédiatement écartés. Je note d'ailleurs que les autres partis ne peuvent pas en dire autant, parce qu'à l'UMP, par exemple, M. Vialat, député maire de Sifour, dans le Var, a tenu des propos extrêmement graves, très outranciers, sur l'esclavage, et il n'a pas été sanctionné. Nous, au Front National... M. Hortefeux a été poursuivi parce qu'il avait fait à ma connaissance, il fait partie de l'équipe de campagne de M. Sarkozy, il n'a pas été sanctionné. Nous, au Front National, autant nous sommes pour la liberté d'expression et contre les lois qui privent de liberté d'expression sur les questions essentielles d'immigration, d'islamisation, etc. Autant s'il y a des gens qui ont des valeurs qui ne sont pas les nôtres, eh bien, nous le disons clairement, ils n'ont pas leur place au Front National. Et ce serait bien que cette exigence d'exemplarité que nous appliquions, elle soit appliquée ailleurs. Alors dites-moi si j'ai bien compris ou pas bien compris, j'ai cru comprendre que justement vous étiez contre ce qui est mis en place pour protéger la France des ultra-djihadistes, à savoir une surveillance du système Internet qui pourrait permettre justement de bloquer certains sites. On est bien d'accord, vous n'aimez pas cette idée-là. Pour quelle raison ? Je crois qu'on porte aujourd'hui atteinte à Après tout, ça protège le pays, c'est un peu ce que vous voulez. Attention, il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des libertés individuelles les plus essentielles. Et aujourd'hui, il y a une vraie dérive, une vraie volonté des pouvoirs publics, avec les lois Adopi, ACTA, etc., de porter atteinte aux libertés numériques. Moi, je ne crois pas du tout que les apprentis terroristes et djihadistes, qui sont assez bien organisés, seront réellement mis en difficulté par les restrictions d'accès à certains sites Internet. Non, mais c'est sur certains sites Internet qui puisent leurs idées parfois. Oui, mais je crois très franchement qu'on s'attaque aux conséquences de cette Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle. Si on veut éviter d'avoir les problèmes de djihadisme en France, et qui vont ensuite faire la guerre avec les fous d'Allah, eh bien, il faut réduire à quasiment zéro l'immigration. Il faut déchoir de la nationalité française les délinquants et criminels. Il faut interdire définitivement le territoire national. Vous faites comment déchoir de la nationalité française ? Ceux qui sont français depuis plusieurs générations. Mais ceux qui sont français depuis plusieurs générations, on ne peut pas les déchoir de la nationalité française. Mais en revanche, la loi actuelle prévoit la déchéance possible de la nationalité française pour des délinquants et criminels qui ont été récemment naturalisés. Il faut appliquer la loi, elle n'est pas appliquée. Il faut également expulser systématiquement les clandestins. Il faut interdire toutes les expressions de communautarisme, les prêches radicaux dans un certain nombre de quartiers. Il faut aussi mettre fin à une logique qui a consisté à placer comme interlocuteurs des pouvoirs publics des organisations comme l'UOIF, qui sont associés aux frères musulmans, c'est-à-dire à l'islam radical. Il faut que les pouvoirs publics rétablissent l'autorité de l'État et disent clairement qu'il n'y a pas de place pour les revendications communautaires. C'est comme ça qu'on s'attaquera réellement à l'islamisme et au djihadisme, et pas en créant des numéros verts comme le fait M. Cazeneuve. Alors une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Il y a eu des heurts, des bagarres à Calais. Dans la région, on a aussi arrêté des clandestins. Alors on ne mélange pas tout, mais c'est vrai que vous avez des milliers de malheureux qui sont... c'est des gens très malheureux qui sont... partis sur les routes en se disant avec un peu de chance, on pourrait être soigné en France, on pourrait avoir du travail en Angleterre. C'est quoi la solution d'après vous ? Alors effectivement, est-ce qu'il faut à Ceuta, au Maroc, renforcer les frontières ? Lampedusa, il faut que ce soit une place forte, interdire aux gens de venir. C'est quoi la solution ? Est-ce qu'il faut aider ces malheureux à rester chez eux ? Ou mais on peut pas, ça va pas durer longtemps. Il va y avoir de nouveaux heurts et de nouveaux drames. Il faut d'abord les aider, bien sûr, à rester chez eux. Et il faudrait que l'argent qu'on met, par exemple, dans la coopération, il faudrait mettre plutôt de l'argent dans la coopération plutôt que de l'argent
à financer le coût exorbitant de la présence de ces étrangers, y compris clandestins, sur le territoire national. Il faut mettre fin aux pompes aspirantes de l'immigration, faire en sorte que la France ne soit pas perçue par tous les pays du monde comme l'Eldorado, où on peut venir se faire soigner gratuitement, avoir un logement, avoir l'éducation pour les enfants, tout ça offert gracieusement par les Français qui eux-mêmes n'ont plus les moyens de se soigner convenablement, par exemple. Et puis, il faut aussi arrêter de déstabiliser des régions. On ne peut pas à la fois donner le pouvoir aux islamistes en Libye, comme l'a fait M. Sarkozy, et ensuite les combattre le lendemain matin au Mali. On ne peut pas à la fois soutenir financièrement et donner des armements aux rebelles islamistes en Syrie et ensuite les combattre dans l'Irak voisine. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans notre politique internationale. Il faut arrêter de s'aligner systématiquement sur les positions américaines. Il faut faire en sorte de renforcer ou en tout cas d'éviter la déstabilisation des régimes politiques stables dans cette région du monde, au Proche, au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb, pour qu'on n'ait pas ensuite des vagues massives d'immigration qui viennent d'autant plus en France que les avantages sociaux y sont absolument considérables. Bon, M. Nicolas Bay, merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de La Voix libre, deuxième partie sur Internet. La première y est également. Si vous l'avez ratée, vous pouvez la retrouver. Merci de votre attention. À très bientôt.